Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo Mercato. On va parler d'un joueur qui a filtré dans la presse étrangère mais aussi française comme étant dans la shortlist du PSG pour le poste de milieu excentré sur le côté droit, gaucher comme l'aurait été Hakim Ziyech cet hiver si Chelsea avait envoyé les bons documents. Que serait Bernardo Silva, le grand rêve de Luis Campos, même si un peu cher, mais on va parler d'aucun des deux aujourd'hui, plutôt Michael Olise, pas moins cher que Bernardo Silva, même si beaucoup plus jeune. Les médias à l'initiative de cette rumeur sont anglais, ça a par la suite été confirmé par les médias français. Le Daily Mail, cette semaine, nous annonce que le PSG s'apprête à faire une offre à Crystal Palace pour Olise, et l'équipe ont annoncé à plusieurs reprises dans leur papier qu'il fait donc partie de la liste des noms qui sont pour ce poste de milieu offensif un petit peu excentré. Je ne sais pas trop si on peut parler d'ailier au vu des noms qui sont cités. Il y en a 4. Ryan Cherki, rien de nouveau par rapport à cet hiver. Bernardo Silva, rien de nouveau par rapport à depuis que Luis Campos a signé. Diaby, qui je pense des 4 est celui qui a le plus de chances de quitter son club cet été. Vraiment, celui qui va peut-être faire le plus grand forcing pour partir et dont le club sera le plus enclin à négocier. Mais aussi, du coup, celui qui aura le plus de concurrents parce que il est bien coté, Moussa Diaby. Et donc, le quatrième, vous l'avez compris, c'est Michael Olise, selon le journal L'Équipe. Bon, première critique, vous la connaissez évidemment, ça fait plus d'un an qu'on le martèle, ça manque de profondeur. À part Moussa Diaby, les trois autres, c'est quand même des joueurs qui demandent le ballon dans les pieds, qui ont l'habitude de jouer un petit peu derrière le ballon, qui font globalement assez peu de statistiques dans le dernier tiers et plus précisément dans la surface de réparation, même si ils ont d'autres qualités. Voilà, les profils entre eux, Cherki, Bernardo, Olise, tu peux déceler une espèce de ligne conductrice chez Luis Campos, à savoir un milieu créatif qui tient bien le ballon. Maintenant, l'incohérence, c'est en fait sur le statut des mecs, parce que t'as Ryan Cherki qui te coûterait 20-30 millions. Bernardo, où là tu montes carrément à 70 millions, c'est la recrue phare en gros de ton mercato. Diaby, ces derniers jours, ça parle de 50-60, ça m'étonnerait que ce soit le prix final. En gros, il sera plus élevé. Et Michael Olise, pour l'instant, il n'y a pas de prix, mais enfin bon, Première Ligue, contrat jusqu'en 2026, il y a fort à parier sur une grosse indemnité. Donc voilà, c'est assez disparate entre les indemnités à balancer et surtout entre les statuts que tu donnes. Bernardo, grosse indemnité, vient en tant que titulaire évidemment. À 29 ans, ça fait déjà quelques mercatos qu'il n'est pas contre partir de Manchester City, où il joue sur ce côté droit très excentré dernièrement. Alors, il a été pisté par le Barça l'été dernier, mais là, ils sont plus sur Lionel Messi là-bas, voire même Gundogan librement. Bon, bref, parce que Bernardo est un petit peu cher pour son âge. Donc bon, Bernardo titulaire. Moussa Diaby, s'il vient, c'est lui qui voudra l'être, bien évidemment, hein, surtout qu'il connaît mieux que personne le club, alors que Olise et Cherki, clairement, c'est pour de la sortie de banc. Donc tout ça pour dire que j'arrive pas trop à comprendre ce que Luis Campos veut faire sur ce poste-là cet été. Voilà, quel type de joueur il veut recruter, parce que il mélange un petit peu tout, même si dans le profil, on arrive à le lire, c'est plutôt bon signe, même si je suis pas d'accord, il faut clairement un joueur de vivacité, de profondeur, parce que les Bernardo, Cherki, c'est mignon. Avec le ballon, peut-être que ça apporterait plus de garantie qu'un Vitinha aujourd'hui dans l'appréhension du dernier tiers pour le faire progresser. Mais s'il n'y a personne devant pour faire les appels et proposer, ça sert à rien. Voilà, on se retrouvera avec un énième joueur qui sera contraint à la passe en retrait ou alors à chercher le côté opposé, puisqu'il y a aussi un point commun à tous ces joueurs, le fait qu'ils soient gauchers. Bien évidemment, pour repartir dans l'axe et aller sur notre pôle de créativité qui est et restera la saison prochaine le côté gauche. Nuno, Mbappé et même Neymar qui est très orienté, même si lui, ça parle un petit peu d'un départ, on en a fait une vidéo hier. Ensuite, évidemment, ça parle du mercato. On a l'impression que Luis Campos travaille beaucoup dessus. Voilà, il y a des papiers qui vont dans ce sens. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui fuitent.
Je crois que là, plus que jamais, on est de retour avec le PSG Gazette Transfert, hein, alors que on ne sait toujours pas qui est notre entraîneur. Voilà. Je vous parlais d'une incohérence des profils, des statuts sur ce poste de milieu excentré. Avec l'entraîneur, on peut dire pareil. Mourinho voulu par Luis Campos, Mota par Nasser Al-Khelaifi, et à Doha, bon, la priorité c'est Zidane. Moi, je pense que là-bas, à Doha, ils doivent plutôt bien aimer Nagelsmann. Comme ils avaient imposé en 2018 Thomas Tuchel, bon, si on suit leur logique, peut-être que Nagelsmann leur fait un petit peu de l'œil aux Qataris. Mais tout ça pour dire qu'en fait, de ces 4 noms que j'ai cités, il n'y a rien de commun en fait. Hein, vraiment, que ce soit dans les projets en termes managérial, voilà, un Thiago Motta très jeune, un Mourinho avec énormément d'expérience, un Zidane avec beaucoup d'aura, un Nagelsmann avec une certaine arrogance par rapport au grand vestiaire. Tactiquement, c'est pareil en fait, voilà, un Mourinho qui te fera des plans qui mise sur les transitions rapides vers Mbappé, une belle assise défensive, Nagelsmann, la flexibilité tactique, une équipe tout terrain, le pragmatisme, bon bref, vraiment, il n'y a pas vraiment de ligne directrice sportive, et je trouve que les supporters tombent un petit peu là-dedans par rapport à Mourinho. Voilà, parce que je vois beaucoup de gens s'extasier, penser que Mourinho va remettre le club sur pied. Alors, je veux bien comprendre qu'on soit dans une situation quasiment désespérée, parce que, ben voilà, on sort de 2/8 de finale de Ligue des Champions, ça c'est une réalité, d'un mercato Europa League l'année dernière, et sur notre banc, pas de problème pour dire qu'on a un coach qui n'a rien à faire ici, mais vraiment, en termes d'imposture, on n'a jamais été aussi haut qu'avec Christophe Galtier. Mais à ça, il faut aussi ajouter une hystérie dans le contexte PSG. Les médias l'alimentent bien évidemment, les supporters aussi, parce que tout le monde veut tout raser, faut virer absolument tout le monde. Là, sur RMC, on nous annonce qu'il faut faire partir Messi, Neymar, Verratti en même temps, ça parle d'un départ de Mbappé. Mais finalement, tous les gens qui sont dans cette espèce d'euphorie ne proposent pas grand-chose pour pallier à ces départs, qui quand même nécessite une réflexion en amont. Hein. Moi, je suis désolé, Neymar, Verratti et encore plus Mbappé, je veux bien les faire partir, mais il faut me proposer le plan qu'on fait derrière pour les remplacer, hein, avant de le laisser partir, parce que croyez-moi, il y en a peu que j'accepte comme plan. Voilà. Et Mourinho, c'est un petit peu pareil. Voilà. Évidemment, ce club a besoin d'être remis sur les bons rails, avec de l'autorité et tout ça. Mais enfin, Mourinho, c'est aussi quelqu'un avec qui, bon, tu peux pas non plus trop te projeter sur le long terme, qui risque de péter les plombs rapidement. Encore une fois, le nommer, ça servirait à rien si au sein de la direction, le mode de gouvernance ne change pas, puisqu'il se casserait les dents comme tous les autres, Mourinho. Sauf que par rapport aux autres, bon, il aurait juste les couilles de démissionner. Voilà, pas attendre le licenciement comme un Pochettino ou Christophe Galtier aujourd'hui. À part les indemnités qui nous feraient économiser, bon, je vois pas ce qu'on gagnerait à faire ça. Et puis surtout, j'aimerais quand même que mon club ait quelques ambitions tactiques à un moment donné, autres que recruter des mecs sur leur nationalité, créer une espèce d'identité qui n'a globalement jamais existé dans ce club, voilà, et des joueurs qui, somme toute, ne sont pas du tout en adéquation avec les objectifs Ligue des Champions du club. Donc, vraiment, je prends beaucoup de recul par rapport à cette rumeur Mourinho, plus les jours passent. J'en dirai pas plus. Hein. Peut-être que je ferai une vidéo où je vous livrerai le fond de ma pensée et surtout l'entraîneur que j'ai en tête, mais voilà, mon numéro 1 n'est pas Mourinho. Bref, revenons à Michael Olise. Donc, il est né à Londres, il est formé à Chelsea, il est passé à Manchester City. Alors il y a plusieurs nationalités sportives parce qu'il est né de parents qui lui ont donné 4 possibilités. Anglais, français, algérien, nigérian. Aujourd'hui, il est en espoir avec les Bleus, voilà, même si je crois qu'il ne parle pas très bien français. Donc voilà, Chelsea formé là-bas, Manchester City. Il va à Reading en Championship, je crois qu'il y signe en 2018 ou 2019. En 2020-2021, il est meilleur jeune joueur du championnat où il fait ses statistiques et c'est cette année-là qu'il est repéré par Crystal Palace qui pète,
Je crois que c'était une espèce de clause libératoire à 8 millions. Voilà. Donc il est lancé, rappelez-vous, hein, c'était Patrick Vieira qui a été viré il y a un an, je crois, de Crystal Palace. Mais la première saison de Olise, elle est compliquée. La faute à des blessures qui font qu'il joue qu'un tiers des minutes en première ligue et que la plupart du temps, il rentre. Il démarre sur le banc les matchs. Mais il fait la quasi-totalité de ses statistiques en sortie de banc. Ça, c'est plutôt intéressant de voir un joueur qui est impactant quand il rentre dans un match, bien évidemment, parce que on connaît tous le discours à l'approche des huitièmes de Ligue des Champions autour du PSG, avec les observateurs qui nous disent « Ouais, regardez le banc du PSG, comparez-le avec le banc du Bayern et des autres équipes européennes. » Ces mêmes mecs nous disent pendant tout l'été qu'il faut recruter des joueurs qui sont pas bons au football, mais qu'il faut recruter parce qu'ils sont français, parce qu'ils colleraient mieux avec l'identité du club. Bref. Bon, cette saison, c'est le plus jeune joueur de Première Ligue à avoir délivré un triplé de passes décisives dans le jeu. Contre Leeds, c'était le mois dernier, je crois. 3 passes complètement différentes. Ça peut être un bon match si vous voulez vous faire une idée du joueur. Par contre, il a marqué que 2 buts. Alors, de par son poste, et aussi ses débuts qui sont très importants. C'est pas le 5e but d'une victoire 5-1. C'est par exemple un coup franc égalisateur contre Manchester United dans le temps additionnel qui du coup te rapporte 1 point. Ça me fait penser à Moiskin, ça, évidemment, hein, sur ses 6 premiers mois au PSG, parce que c'était quelqu'un d'efficace, parce qu'il marquait des buts qui te faisaient gagner les matchs. Le premier match de Pochettino, c'est un nul face à Saint-Etienne. Le point, c'est Moiskin qui va te le chercher avec son but. Je crois qu'il met aussi un doublé contre l'équipe turque qu'on avait dans notre phase de poule en Ligue des Champions, qui fait que tu prends quand même 3 points importants, sachant que 3 semaines après, tu es en ballottage défavorable, limite Europa League, au moment d'aller à Old Trafford. Donc voilà, c'est pour ça qu'il me fait aussi penser à Keane, hein, pas que sur les logs, bien évidemment. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, on a besoin de joueurs qui marquent, hein, bien sûr, même si là, je pense que dans l'esprit de Luis Campos, ça va être le numéro 9 hein, qu'on va faire cet été. Je rappelle que normalement, on aura un transfert à 80-100 millions cet été. À voir, non, enfin, si on suit la logique, ça devrait être le numéro 9. J'ai encore espoir que ce soit aussi, et peut-être surtout, au milieu de terrain. En 140 matchs de carrière, Michael Olise, c'est 13 buts, 28 passes décisives. Pas trop, évidemment, de statistiques, de par son poste qui n'est pas très clair. Il a 21 ans, c'est un joueur qui n'est pas très fini, qui colle, évidemment, avec la politique de Luis Campos, hein, de recruter ce joueur donc, qui reste un petit peu à polir avec une marge de progression. Au niveau du profil tactique aussi, tu sais pas trop... il n'a pas de poste... ultra ciblé de zones préférentielles, donc tu peux profiter de sa polyvalence pour le trimballer un peu partout sur le front de l'attaque, mais aussi à un poste un petit peu plus reculé, et qui a évidemment des qualités très prononcées. Alors, j'ai cité dans mes brouillons que parfois il ne célèbre pas ses buts, et il y a eu un papier, je crois, dans The Athletic, où ses anciens coéquipiers disent que c'est quelqu'un de bizarre, qui parfois ne célèbre pas ses buts. Aussi, contre Leeds, il a chambré les supporters. Bon, je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas sa personnalité. Vous savez qu'au PSG, c'est quelque chose de très important, bien évidemment, parce que en fait, le profil tactique, c'est une chose, mais on sait très bien que dans cette équipe apathique où tu proposes des bouillies collectives sans véritable cadre managérial, c'est plus la personnalité qui va faire que tu es un joueur qui surnage au PSG. Vitinha, tactiquement, l'année dernière, quand il signe, on fait un max de branlettes intellectuelles sur ses postes machin chouette. La réalité, c'est qu'il n'a pas eu la personnalité pour faire la saison qu'on attendait de lui, au vu du montant déboursé, du début de saison qu'il fait aussi, voilà, parce que tu peux me dire contexte PSG et tout ça, mais à un moment donné, un Nuno Mendes te prouve le contraire, te prouve qu'au PSG, tu peux progresser déjà d'une année sur l'autre, en travaillant, en comptant que sur toi-même, et surtout en ayant beaucoup de personnalité, parce que Nuno Mendes ne se limite pas à donner le ballon à Neymar, Mbappé, non, il le porte, quand il faut faire les appels ou garder le ballon, il le garde, voilà, et même si dans le dernier tiers, là-dessus, on tempère, parce que des fois,
il est un petit peu trop collectif, Nuno. Bon bref. Olysée, milieu offensif, qui jouait... Alors quand il était en Championship, il était plus numéro 10 derrière l'attaquant. Il peut aussi jouer à droite parce qu'il est très vif dans les 1 contre 1 pour garder le ballon et dans la conduite de balle. Ça, vous savez que je l'ai répété plusieurs fois sur la chaîne. J'aimerais vraiment un complément à Achraf Hakimi sur ce côté. Dans le cadre d'un système à 3, un mec qui est meilleur qu'Hakimi techniquement, voilà, qui échange un petit peu mieux dans les petits espaces, qui est capable de garder le ballon, de changement de rythme, voilà, un petit peu meilleur dans l'exécution technique du dernier geste, notamment les centres. Michael Olise peut être ce genre de profil. Alors, là, je vais parler en termes complètement utopiques. Il y a quelqu'un qui a été prêté au Bayern, c'est Cancelo. Le Bayern ne devrait pas lever l'option d'achat de 70 millions. Manchester City, visiblement, n'en veut pas. Alors, il y a le Barça, je crois que lui fait vachement fuiter dans la presse qui veut le Real Madrid qui devrait recruter à droite. Voilà. Enfin, dans la logique, si on est un club qui veut gagner la Ligue des Champions, on n'a pas peur de mettre Cancelo dans les pas d'Hakimi. Voilà. Les mecs qui vont me dire dans les commentaires « Ouais, c'est pas bien de mettre un joueur comme ça dans les pas d'Hakimi, on a déjà un titulaire, ça sert à rien. » Non, à Manchester City, ils réfléchissent pas comme ça. Les mecs, Riyad Mahrez, il est sur le banc malgré son niveau de jeu. Foden, c'est pareil. Et voilà, ils ont leur temps de jeu. Peut-être qu'à un moment donné, ils se lassent et ils demandent à partir, comme Alvarez par exemple prochainement. Mais pour l'équipe, à l'instant T, tu maximises les performances. Et moi, les gars, cet été, si on peut faire Cancelo, mais bordel, mais faisons-le, quoi. Faisons-le. Le seul bémol, c'est peut-être sur sa personnalité. Parce que ça peut paraître bizarre de voir Pep Guardiola demander à s'en séparer. Nagelsmann s'en lasser un petit peu rapidement, même si là, avec Tourelle, je crois qu'il a un petit peu retrouvé le 11. Bon, bref, je me suis un petit peu éparpillé. Olise, belle première touche, orientation du corps très bonne, qualité de distribution, notamment sur les centres. Voilà, c'est quelqu'un qui délivre des passes décisives dans cette dimension-là. Alors, encore faut-il recruter ton numéro 9 qui va les reprendre, mais je trouve que ce serait une vraie plus-value, parce que Vitinha Ruiz, globalement, ne centre pas. Bernat, c'est à ras de terre. Hakimi, alors, il y a beaucoup de gens qui, pour défendre Hakimi, nous disent « Oui, mais il a personne pour reprendre ses centres. » Eh les gars, ces centres, la moitié, c'est au 3e poteau. Hein. À moins de recruter un mec qui fait 3 mètres pour les reprendre, ça va rien changer en fait. À un moment donné, il y a aussi la réalité à voir en face. Donc Michael Olise serait plutôt pas mal dans cette dimension-là. C'est quelqu'un qui connaît bien le dernier tiers, même si, comme je l'ai dit, apport statistique au niveau des buts, assez moindre. Il se déplace très bien sur la largeur. Défensivement, alors ses entraîneurs lui demandent de travailler un peu plus, mais bon, il est en première ligue, et à l'échelle du PSG, c'est quelqu'un qui surnagerait complètement, hein, bien évidemment. Encore faut-il que, on retrouve un petit peu cette envie de presser. Si tu recrutes Osimhen, par exemple, au Napoli, il le fait. Voilà, tu pourrais avoir une nouvelle dynamique. Alors, le départ de Messi, évidemment, c'est la meilleure des nouvelles dans cette dimension-là. Hein. Et il faudrait aussi remettre un petit peu Mbappé au diapason. Par exemple, tactiquement, c'est là où j'ai mis quelques doutes sur Mourinho, en fait. Ok, quand tu as Mbappé dans ton équipe, dans les grands matchs, peut-être que la solution, c'est faire un plan défensif avec des transitions rapides parce que tu as une arme létale sur le côté gauche avec Mbappé. Nuno Mendes aussi. Et Achraf Hakimi, qui accessoirement est aussi un bon contre-attaquant, il faut le souligner. Mais de l'autre côté, t'es le PSG dans un football moderne et en Ligue 1. En Ligue 1 où tu peux pas avoir cette approche des matchs, où il te faut absolument retrouver une assise nationale avant de penser au grand rendez-vous européen. Et pour moi, ça passe par retrouver une équipe qui quand même fait un semblant de pressing, quoi. Je demande pas d'avoir le Liverpool de Klopp, mais au moins avoir que Mbappé qui presse pas, le reste qui y va, quoi, qui se livre un petit peu. Parce qu'en plus, Hakimi, pareil, contre-presseur, très bonne qualité. Nuno Mendes aussi, et c'est dommage parce qu'ils sont bridés dans cette dimension-là. Donc voilà pour Michael Olise. Alors, d'un côté, on est en mai. Olise Olise, hein, vous prononcez comme vous voulez, a un contrat jusqu'en 2026. Donc l'indemnité, il est évalué à même pas 30 millions sur Transfermarkt.
Je pense que ça risque de douiller, surtout que Crystal Palace, bah, c'est la première ligue, même s'ils sont pas très bien classés, qu'aujourd'hui ils surnagent dans un cadre collectif pas vraiment idéal. Il y a Arsenal qui est chaud dessus pour avoir un top joueur un petit peu derrière Bukayo Saka. Mais voilà, alors, si tu te positionnes en août, donc si tu attends le dernier moment pour essayer de faire baisser la note, à ce moment-là, tu auras fait ton transfert à 80-100 millions. Du coup, Crystal Palace, ils te diront, mon coco, voilà, on va pas faire tes affaires. Et si tu te positionnes aujourd'hui au mois de mai, évidemment, début du mercato, bah là, ça va être les enchères à leur paroxysme. Hein. On va surcoter complètement le joueur. Ça va demander 80 millions. Donc je ne sais pas trop quand me positionner dans l'été. Dans tous les cas, j'ai une certitude. C'est que ce transfert ne doit pas dépasser les 40 millions d'euros. Que ce soit pour la sortie de banc, certainement pas pour remplacer Messi ou Neymar, voilà, en cas de départ. Et pour rester sur la sortie de banc, j'aimerais quand même soumettre une idée, ça va être un de mes combats cet été, la formule du prêt. Je l'ai déjà soumise avec mon idée Romelu Lukaku derrière le 9 titulaire qui va coûter très cher. Mais sur ce côté-là, en fait, par exemple, Cancelo, peut-être que tu peux te le faire prêter. Alors, c'est peut-être utopique, hein. Je disais Cancelo plus tôt, peut-être parce que justement, tu peux te le faire prêter comme le Bayern cet hiver. Si aucun club ne satisfait les exigences de City qui sont quand même à 50-70 millions, c'est quand même beaucoup. Hein. Le Real va balancer 120 sur Bellingham. Ok, ils ont besoin de recruter au poste de latéral. Mais voilà, de là à aller voir mettre une telle indemnité. Le Barça, bon, pour l'instant, leur objectif, c'est de vendre pour 100 millions, pas balancer 70 sur Cancelo. Ça va être, voilà, ça peut peut-être se resserrer rapidement dans l'été. Mais pour la sortie de banc, encore une fois, aujourd'hui, dans cette équipe, il faut avoir évidemment des postes mieux doublés, avec un gap moins important entre les titulaires et les remplaçants. Mais il faut aussi changer quelque chose dans le 11, faire de vrais changements, apporter de vraies plus-values, et ça passe par des recrutements très chers qui vont hypothéquer la suite de ton mercato. Limite, en recrue définitive, on fait 2-3 joueurs grand maximum, et derrière, pour ta sortie de banc, tu fais des prêts. Voilà, comme Moiskin en 2020. C'était vraiment le bon plan en fait. Option d'achat ou pas, le mec, tu y paies rien. Tu payes juste son salaire, peut-être une petite indemnité pour le prêt payant, c'est un petit peu à la mode. Et s'il te plaît pas, eh ben tu le renvoies à la maison à la fin de saison. Plutôt que d'avoir des mecs qui pourrissent sur ton banc et qui finissent au loft avec des contrats de 5 ans comme Carlos Soler et Renato Sanchez, ça me paraît un petit peu plus osé. Et en fait, je soumets cette idée parce que Luis Campos, j'ai pas l'impression qu'il aime cette formule. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui aime faire des deals définitifs. Donc voilà un petit peu mon avis sur cette piste Olysée. On se retrouvera bien sûr plus tard pour parler de Bernardo, Moussa Diaby qui est clairement mon numéro 1 dans cette liste. Parce que, évidemment, la vivacité, les gars. Vous savez que c'est mon maître mot sur cette équipe du PSG. On l'a encore vu le week-end dernier contre 3. Et puis demain, contre Ajaccio, eh ben Messi va faire son retour en tant que titulaire, normalement aux côtés d'Ekitike et Mbappé. C'est Warren Zaïre-Emery qui devrait du coup faire les frais du retour d'Hakimi déjà, et de Lionel Messi, puisqu'au milieu, ce serait un double pivot Verratti, Fabian Ruiz, visiblement selon le Parisien. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement, demain, pour le débrief. Ciao les amis.